Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Les rideaux sont tombés ce matin sous les travaux du Forum économique mondial de Davos, c'est en Suisse. Pendant cette rencontre, la délégation guinéenne, conduite par le chef de l'État, a rencontré plusieurs investisseurs. Des investisseurs qui ont manifesté leur désir de venir investir dans notre pays. La destination Guinée a été donc largement vendue par la délégation présidentielle avec à la clé des contrats fructueux. Ibrahima Keïta, envoyé spécial. Le 10e Forum économique mondial de Davos ont pris fin. Du côté de la délégation guinéenne, cette rencontre annuelle a comblé toutes les attentes. Sur une trentaine de rendez-vous prévus, le président de la République, professeur Alpha Condé, en a eu 42, dont 35 audiences accordées à des personnalités du monde économique, politique, énergétique et autres leaders tournés vers l'atteinte des objectifs du développement durable et ceux de la 4e révolution industrielle. Au niveau des panels, le ministre des Mines, de la Géologie, de l'Économie et des Finances et celui de la Communication se sont investis chacun de son côté pour donner une certaine lisibilité à l'action gouvernementale de la Guinée, celle de la relance économique et la poursuite des programmes de développement freinés par le passage du virus Ebola. Une action gouvernementale axée sur l'économie numérique avec à la clé la création d'emplois à travers un partenariat gagnant-gagnant. Ce que le président a traduit les préoccupations du pays dans cette période où la Guinée est sortie de la période de la crise sanitaire Ebola. Et il a également mis en avant l'attractivité économique de notre pays désormais qui bénéficie du soutien d'un certain nombre de partenaires économiques et financiers dans le projet de reconstruction du pays. Je crois que ce message fondamental a été porté et traduit devant les principaux bailleurs de fonds internationaux et des institutions qui étaient présents à ce forum. Je crois que c'est un satisfecit très important pour notre pays et en même temps c'est une note d'espoir dans le cadre de la politique de réforme économique globale que le pays est en train de mettre sur pied. Au bout de la chaîne, plusieurs investisseurs rencontrés ici à Davos ont souhaité se rendre très prochainement à Conakry pour finaliser leur intention de s'installer à Conakry, au palais de la Colombe, le Premier ministre a reçu en audience le président du conseil d'administration de China Drill Group. L'entretien entre Mamadi Yula et l'opérateur économique chinois a porté sur les questions liées à la promotion immobilière en Guinée. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Au-delà des infrastructures déjà réalisées à Conakry, comme Plaza Diamant, le président du conseil d'administration de China Drill Group est venu échanger avec le Premier ministre Mamadi Yula sur l'exécution d'autres projets immobiliers. Il s'agit notamment de la valorisation du site de Lambangui et d'autres infrastructures à caractère commercial et social. Concentre sur le rapport d'état d'avancement de notre investissement durant 3 ans en Guinée, également pour la poursuite de notre activité en Guinée sans la confiance que ce pays a accordée à notre groupe. Nous avons amené un nouveau investisseur qui est plus puissant que China Drill pour investir en Guinée ensemble pour développer ce pays. Nous avons demandé le conseil et la suggestion du monsieur le Premier ministre pour notre exécution de projet Plaza Diamant et la nouvelle ville de Lambangui. China Drill Group évolue en Guinée depuis 3 ans dans le domaine de la promotion immobilière, des mines et du commerce international. C'est pourquoi ici, le Premier ministre a promis que le gouvernement mettra tout en œuvre pour la viabilisation de tous ces projets. Et puis, le forum d'affaires Guinée-Maroc vient d'être bouclé à Conakry. Ce rendez-vous économique a été marqué par l'exposition d'un projet d'urbanisation de la ville de Conakry. Le concept de la cité verte de Boulbiné, présenté par le consortium marocain African in Progress, a été également visité par le Premier ministre guinéen et d'autres partenaires. Reportage Al-Gassimba. Il aura été incontestablement l'une des attractions des panels et autres rencontres organisées à la faveur du Grand Forum des affaires guinéo-marocaines à Conakry. Le concept de cité verte, la marina de Boulbiné. Ce projet futuriste et écologique d'urbanisation de la ville de Conakry, pensé et porté par un consortium d'entrepreneurs marocains associés au groupe ITCAN, a suscité l'attention, l'intérêt et l'engouement de plus d'un visiteur.
Officiels, hommes d'affaires, opérateurs économiques, experts, architectes, ils étaient nombreux à faire un tour au stand aménagé par le groupe IPCAN, partenaire stratégique et opérationnel du concept, pour apprécier et évaluer ce type de projet à maturation avancée proposé et exposé au forum d'affaires par le consortium marocain African in Progress. J'ai été très impressionné par ce projet, par sa conception, par l'approche, toute la philosophie qu'il y a autour et aussi par son caractère vert, c'est-à-dire durable. Et une autre chose aussi qui m'a frappé, c'est la passion de l'équipe qui porte ce projet, la passion qu'ils ont pour non seulement le projet, mais pour la Guinée aussi. Une très bonne réunion et surtout félicitations. Des entreprises comme ITCAN qui travaillent en Guinée, qui sont restées avec nous pendant l'épidémie et qui continuent à travailler ici. La cité verte de Boulbiné en perspective est un complexe d'aménagement urbain sur 50 hectares, susceptible de créer un véritable poumon vert dans la capitale, une ville dans la ville qui épouse l'environnement et intègre harmonieusement la mer. Un projet novateur de nouvelle génération à fort impact économique et générateur d'emplois. 6 à 7 000 emplois directs et indirects en phase de réalisation. Il viendra ainsi conforter la stratégie gouvernementale dans sa vision d'une Guinée émergente à court terme, ambitionnée par le professeur Alpha Condé au cours de son second mandat. Favorablement accueilli par la partie guinéenne, ce projet, objet de discussion approfondie pour affiner son étude de faisabilité, fera de Conakry l'une des premières villes africaines à se mettre en phase avec les engagements environnementaux de la COP 21 de Paris 2015. Économie et justice se joignent à présent avec la prestation de serment des membres de la cellule nationale de traitement des informations financières liées au blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme. L'entrée en fonction de ces membres tient compte de la promulgation des lois sur le blanchiment de capitaux en 2007 et sur celle de la lutte contre le terrorisme en 2013. Boubacar Ba nous fait le point. Le nom des récipiendaires de la cellule nationale de traitement des informations financières et leurs correspondants par le greffier en chef, le substitut général de la Cour d'appel a décrit l'importance du sujet et le rôle que devra jouer l'ensemble de l'équipe composée de 18 membres, dont 6 de la cellule et 12 collaborateurs. L'examen du dossier qui nous a été présenté nous permet de dire que madame et messieurs qui sont devant vous remplissent les conditions définies par la loi et en conséquence, le ministère public requiert qu'il vous plaise les recevoir dans la prestation de leur serment et les renvoyer dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le juge, la Cour donne acte au ministère public de ces réquisitions, donne acte de votre prestation de serment, vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions et de tout quoi en dresse procès verbal. Après la prestation de serment des membres de la cellule, la même procédure a été adoptée pour les correspondants issus de plusieurs services des finances, de la justice, de la sécurité, de la Banque centrale et des douanes. Je le jure. Placée sous la tutelle du département des finances, la CENTIF est un service administratif doté d'une autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome. Elle est chargée de recevoir, d'analyser et de traiter tous les renseignements faisant l'objet de soupçons liés au blanchiment ou au terrorisme. Les assujettis, ce sont les banques, les assurances, les microfinances, le trésor, la banque centrale. Donc dès l'instant qu'ils se rendent compte qu'il y a une opération suspecte, ils nous informent et nous menons les investigations là-dessus, jusqu'à ce que nous puissions avoir des preuves de blanchiment ou des preuves de financement du terrorisme. Et en ce moment, nous allons requérir le procureur de la République, on envoie le rapport. Nous sommes en relation avec toutes les institutions financières, parce que les capitaux circulent. Le secret professionnel ne s'applique pas aux personnes qui pourraient fournir des informations aux autorités de contrôle ainsi qu'aux membres de la cellule sur les enquêtes portant sur les faits liés à ces sujets.
Cependant, les membres de la CENTIF sont tenus au respect du secret des informations obtenues dans l'enquête et qui ne sont pas liées au sujet. Déjà, 2 lois ont été promulguées à cet effet, l'une sur le blanchiment de capitaux et l'autre contre le financement du terrorisme en Guinée. Les membres de la cellule sollicitent le concours de tous les acteurs économiques et monétaires pour le bien de la Guinée. Signalons que le siège de la cellule se situe à Kipé, dans la commune de Ratoma. Actualité sanitaire, l'Institut Pasteur de Guinée fait des prouesses à travers plusieurs recherches scientifiques. C'est le cas par exemple du vaccin contre la tuberculose. Après les décennies de recherche, l'Institut arrive à renforcer ses capacités pour la surveillance épidémiologique post-Ebola. C'est un acquis en faveur de l'intensification de la recherche scientifique en Guinée. Francis Collier. À l'Institut Pasteur de Guinée, le cadre s'assainit, les équipements se renouvellent et la compétence du personnel se renforce grâce à l'appui des partenaires. On peut tirer la conclusion suivante. Le centre construit par la société russe à hauteur de 10 millions de dollars et le laboratoire offert par la Fédération de Russie a permis exceptionnel dans tous les pays de la solution parce que la grande partie des malades ici sont venus ont assuré la formation de 120 chercheurs guinéens à l'occasion d'un séminaire atelier portant sur les domaines de l'épidémiologie, du diagnostic des maladies infectieuses et à la maîtrise des techniques de laboratoire. Simultanément, notre centre a salué le retour en Guinée des cadres et chercheurs scientifiques de l'IPG rentrés de Saint-Pétersbourg où ils ont suivi pendant 2 semaines d'intenses activités de formation et de perfectionnement dans les domaines très variés de l'épidémiologie, de la virologie, de la bactériologie et des techniques modernes de laboratoire. À travers ce nouveau centre, fruit de la coopération russe, des recherches de haut niveau seront menées et des soins de qualité donnés à la population guinéenne. Ici, la surveillance épidémiologique est le noyau autour duquel vont graviter la recherche et les soins médicaux. Il va falloir effectivement travailler avec la coordination pour pouvoir définir, donner d'autres définitions à des cas qu'il faut maintenant prendre en charge. S'il y a des problèmes de fièvre et d'hémorragie, c'est des cas qu'il faut passer à examen pour savoir si ce n'est pas encore Ebola. Si quelqu'un qui était déjà tombé malade et guéri, un guéri d'Ebola, arrive à tomber malade, on le considère normalement comme un suspect, il faut le passer à... De ces infrastructures, nous vous rassurons de notre détermination à les utiliser correctement, efficacement et de manière efficiente afin de renforcer les capacités de l'Institut Pasteur de Guinée et la résilience du système de santé. Avec ce centre de recherche doublé de laboratoire mobile, l'Institut Pasteur de Guinée se repositionne en vue de satisfaire les nostalgiques de sa prouesse du passé. En plus bref, le retour de la fièvre Ebola en Sierra Leone amène la Guinée à mettre les garde-fous et à redoubler la vigilance au niveau de ses frontières. Pour atteindre l'objectif plus jamais Ebola en Guinée, élus locaux et partenaires se concertent sur les nouvelles dispositions à mettre en place. Nous y reviendrons avec Kerno Maroufba. La CENI retrousse les manches pour faire face à l'organisation des élections locales. Les membres de l'institution et les coordinateurs des 38 circonscriptions du pays échangent à Kindia sur la capitalisation de l'élection présidentielle de 2015. Il s'agit pour les participants de tirer les leçons du scrutin passé en vue de mieux organiser les prochaines élections. Reportage signé Makemedozo. Après les travaux sur l'évaluation et de capitalisation de l'élection présidentielle de 2015, la CENI échange avec ses coordinateurs des antennes des 38 circonscriptions du pays. Objectif, présenter le document agrégé de synthèse préfectorale pour éviter toute anomalie dans la gestion des bureaux de vote. Toute la finalité organisationnelle, opérationnelle et aussi de mobilisation des citoyens, de l'éducation civique, des campagnes, de l'engagement des acteurs qui portent les espoirs justement de ces millions de citoyens, je veux parler des partis politiques, la finalité opérationnelle, juridique, existentielle se déroule dans le bureau de vote. Le secret du vote va au-delà simplement de la préservation du choix que nous faisons, mais interpelle le citoyen sur la nature de sa responsabilité
quant au choix qu'il est en train d'opérer. Cette mission d'évaluation a permis à la CENI de tirer les leçons et cerner les difficultés avant de formuler des recommandations pertinentes pour les élections locales de 2016. On s'est rendu compte qu'à l'occasion de ces formations, comme c'est des formations rémunérées, on s'est rendu compte que les gens, en fait, ils viennent pour percevoir l'argent. Le focus est mis à l'occasion de ces formations, non pas sur l'apprentissage, mais sur les perdièmes, sur les questions logistiques. L'expérience de 2015 nous a indiqué qu'on a frôlé la catastrophe. Il ne s'agira plus de prendre ce matériel et d'envoyer ça directement et de réavoir dans les départements. Il s'agira de créer ce qu'on va appeler un centre national de conditionnement au niveau central, pour que le matériel que nous recevons, nous puissions le conditionner nous-mêmes et l'amener directement dans les bureaux. A précisé la présence des partis politiques et les représentants des ministères du MATD et de la justice, la société civile, AIFEST et le PNUD, tous acteurs dans les préparatifs des élections communales et communautaires. Dans le pays profond, l'affaire a fait grand bruit à Koundara. Il s'agit d'une quarantaine d'enfants que des taxis transportaient en dehors du pays. Traite d'enfants ou fait ordinaire, nous allons le savoir, avec les responsables administratifs et de sécurité de la ville qui se sont vite saisis de l'affaire afin de l'éclaircir. Des précisions dans ce reportage de Kerno Ousmane Diallo. Ces 48 enfants étaient embarqués dans ces différents véhicules pour des pays de la sous-région. Officiellement, ils devaient franchir la frontière pour acquérir une formation islamique dans des pays comme le Niger et la Mauritanie. Leur âge, 4 ans pour certains, leur nombre et les cris de détresse émis au barrage frontalier ont alerté les services de sécurité. Après investigation, la thèse d'une traite des enfants émerge. Pas question de les laisser franchir la frontière, même si dans le groupe des parents ont autorisé le voyage de certains. Ces derniers pourraient être à la merci de trafiquants de l'autre côté du pays. Aucun risque n'est permis. Tous vont rejoindre leurs familles respectives dans les villages de Gawal et de Koundara. Avec les parents, un travail de sensibilisation commence. Un avertissement est donné. Chaque année, vous êtes en train de faire la traite des enfants. Il faut ramasser les enfants, les envoyer par-ci et par-là, et avec des moyens quelque chose. Donc, le gouvernement du professeur Alpha Condé me charge de vous dire que ces pratiques sont désormais révolues. Plus jamais un enfant ne sortira de ce pays pour aller à l'extérieur. Nous avons toutes les universités ici, nous avons toutes les écoles coraniques ici, et nous avons des voyants karamoko ici qui peuvent enseigner nos enfants. Mais si certains parents pensent que les karamoko qui sont là ne valent rien, il faut les envoyer au Fouta Toro, il faut les envoyer au Massina, il faut les envoyer au Niger et en Mauritanie. C'est là où vous avez divorcé avec l'État guinéen, parce que si vous avez une responsabilité dans l'affaire des enfants, l'État aussi a sa part de responsabilité dans l'affaire de ses enfants. Pour l'heure, aucune arrestation n'est effectuée. Les responsables administratifs mettent l'accent sur la sensibilisation. À Koundara, des mesures sont annoncées pour renforcer la vigilance aux frontières et éviter d'éventuels trafics d'enfants dans un contexte sous-régional marqué par une montée de la menace terroriste. Vigilance et disons non à la traite des enfants. Plus près à l'Abaya, dans la préfecture de Dubreka, un sentiment de malaise s'est emparé de la population qui a manifesté ses frustrations. La localité souhaite la prise en compte rapide de ces questions de développement socio-économique. Un désir légitime qui passe par le choix d'une administration capable de défendre les intérêts de la communauté. Plus d'informations avec Abib Kiam. Depuis plusieurs mois, voire des années, Tondon, cette commune rurale de Dubreka, est en proie à une crise de confiance entre population et anciens élus locaux reconduits au sein de la délégation spéciale. Désormais, avec le choix d'une nouvelle équipe dirigeante et la force de la médiation, les citoyens semblent avoir hissé le drapeau blanc. Le monde a besoin de la paix. Donc pour que l'Abaya aille de l'avant, il faut qu'il y ait la paix entre les fils de l'Abaya, que ce soit les ressortissants et les résidents. Donc, il y a eu beaucoup d'interprétations, mais il n'y avait pas autre chose autour de ce problème. Le seul problème, c'était
sur le choix des éléments qui devaient présider la destinée de l'Abaya. Un seul individu ne peut rien. Il faut associer tous les Labayaka pour faire quoi que ce soit. Ma première mission, c'est de réconcilier tous les fils de l'Abaya. Le village abrite les barrages hydroélectriques de Kaleta et Swapiti. Ses habitants reprochent notamment à l'administration locale son faible engagement pour le développement socio-communautaire de la localité. Un mécontentement exprimé récemment lors de manifestations de rue avec utilisation de barricades. Conséquence, plusieurs personnes interpellées, interrogées puis relaxées plus tard. Maintenant que nous avons pris à bras le corps la situation, nous avons fait déplacer les autorités, tant administratives que politiques, de la préfecture de Dubreka, aussi bien les religieux. Nous pensons que les esprits se sont apaisés et que la paix va désormais régner ici à Labaya. Je crois que le message a été compris par les populations. Vous voyez même qu'elles sont en liesse pour dire qu'elles manifestent leur joie à l'endroit des autorités de manière générale et plus particulièrement à l'endroit de son excellence le professeur Kandé qui a fait de grands projets en faveur des populations de Tondon de manière particulière et de manière générale pour celle de Dubreka. Donc nous nous en réjouissons et nous pensons que en tout cas ça va être la dernière fois pour un problème de ce genre-là. Dans quelques mois, la Guinée va organiser des élections locales. À Tondon, fief du parti présidentiel, cette crise de confiance pourrait favoriser une recomposition du paysage politique. Protection de l'environnement à présent, le complexe scolaire Sainte-Marie de Dixine s'inscrit dans les recommandations de la COP 21. L'école vient d'instaurer une journée pour l'environnement dans son programme scolaire. Une journée qui sera consacrée au nettoyage de l'ensemble de l'établissement par les élèves et les encadreurs. Le reportage est signé par le duo Marie-Angélique Bangoura Rouspotiu. La Guinée commence à mettre en application les recommandations de la COP 21. Les établissements scolaires donnent le ton. La journée de l'environnement intègre certains programmes. Ces coups de balai, de râteau et de pelle sont encouragés. Ici, au complexe Sainte-Marie de Dixine, les élèves sont mobilisés pour débarrasser leur établissement d'ordures. Nous sommes là pour nettoyer notre milieu car c'est à nous-mêmes si on le fait, c'est pour nous-mêmes parce que c'est aussi important pour la santé. On a balayé, on a ramassé, on a brûlé certains. Il faut assainir l'environnement là où on est. Professeurs et autres encadreurs sont présents aux côtés des élèves. Ils sont à la tâche et coordonnent les activités des différents groupes. Sainte-Marie est à l'avant-garde, parce que les professeurs même se sont impliqués. Moi qui est la maman à la base, donc vraiment ça a été une journée formidable pour nous. L'école Sainte-Marie de Dixine consacre désormais les samedis à l'assainissement, mais aussi au sport. Une manière de mieux assurer la santé des élèves. À compter de cette année, nous avons décidé d'introduire chaque année cette journée-là qu'on appelle la journée de l'environnement à l'institution Sainte-Marie. Et notre objectif, c'est de pousser les populations riveraines à aussi prendre le relais et faire de même dans leur quartier, dans leur maison, dans la ville. À la Sainte-Marie, la balle est donc lancée. Ces cadres de l'éducation appellent les autres établissements à leur emboîter le pas. La dimension prend de l'envergure dans nos écoles. Parlons maintenant du 7e art avec la découverte d'un jeune cinéaste guinéen. Mamadi Kondé vient de réaliser un film intitulé L'origine d'Ebola. Ce long métrage est tourné entre le Canada, son pays d'accueil, et sa Guinée natale. Dans ce film, l'acteur revient sur les dangers liés à cette épidémie d'Ebola depuis sa genèse. Le portrait de Mamadi Kondé est réalisé par Mikini Moussa Kamara et Morikawa. Ce jeune de 31 ans est un produit du collège Bari Diawadou de Dabola. Mamadi Kondé a décidé de mettre fin à ses études au niveau de la 10e année pour le cinéma. Une décision à laquelle sa famille s'est farouchement opposée. Tenant à sa passion, l'ancien collégien de Dabola apprend la chorégraphie et la peinture, puis il s'est recyclé en informatique et en ingénierie des machines. C'est à l'issue d'un concours de recrutement de cinéastes organisé par l'ambassade du Canada au
Mali que Mamadi a été retenu parmi les heureux gagnants. Il rejoint ainsi le Canada. Après 15 ans de séjour dans ce pays de l'Amérique du Nord, Mamadi est à Conakry pour présenter son film intitulé L'origine d'Ebola. C'est un film qu'on a fait pour les Guinéens, puis une fierté guinéenne sur l'origine d'Ebola. Puis le film, en grosso modo, parle de l'effort que le gouvernement a fourni pour sauver la population. Puis l'effort aussi que l'Occident a fourni aussi pour la maladie. Donc moi, étant guinéen, qui réside au Canada, donc j'ai essayé de réaliser un film sur l'épidémie Ebola. Un film qui va réconcilier la population, qui va donner des conseils, puis qui va motiver d'autres jeunes aussi à penser que c'est un film. Ebola, c'était pas seulement le problème d'une famille, c'est pas le problème d'une région, c'est un problème national et un problème africain même, pourquoi pas mondial. Et on a vu le monde entier se mobiliser autour des pays affectés par le virus Ebola, et c'est ce qui nous a aidés aujourd'hui de vaincre ce virus. Et de nos jours, Dieu merci, depuis fin décembre, cette maladie pratiquement est éradiquée. Un long métrage qui relate la gravité de cette épidémie depuis sa genèse, ses dégâts causés et surtout ses impacts sur l'économie. En cette période post-Ebola en Guinée, sa structure s'investit désormais dans la sensibilisation axée sur le respect des règles d'hygiène. Quand l'épidémie a fait beaucoup de ravages, on a fait appel à nous les producteurs. Ce jour-là, j'étais à la présidence, effectivement par le président, le professeur Alpha Condé. Je suis très content de lui, du fait qu'il nous a appelé ce jour-là pour la communication. Et moi, personnellement, j'ai essayé de financer un film sous fonds propres, un film qui parle des modes préventifs de l'épidémie Ebola. Vous comprenez un peu? Et je crois bien, étant guinéen, je vais continuer à me battre jusqu'au bout, mais il faut qu'on essaye d'évoluer. Il faut que la population guinéenne, que tout le monde mette dans la tête que nous sommes même père, tout le monde mette dans la tête que nous sommes même père, même mère, et qu'on laisse la discrimination raciale, politique, et comment dirais-je, ethnique à côté, qu'on essaye d'aller de l'avant. C'est la meilleure des choses qu'on puisse faire aujourd'hui. Se laver les mains, ce n'est pas seulement pour éviter Ebola, mais c'est pour éviter plusieurs maladies. Il y a ce qu'on appelle choléra, il y a plusieurs maladies. Du coup, il faut toujours se laver les mains avant de manger, avant de faire quoi que ce soit. C'est très important. L'épidémie Ebola là a été un fardeau pour la Guinée. Pas seulement pour la Guinée, mais aussi pour les autres pays. Après la présentation de son œuvre cinématographique en Guinée, il compte mener une tournée internationale qui va démarrer par le Mali, le Sénégal, ensuite la France, pour expliquer la gravité et les dangers liés à cette épidémie qui a causé beaucoup de pertes en vie humaine. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end et à demain. Thank you.